Les cibles, les défenses antiaériennes de la piste, en particulier des missiles sol-air. Le Jaguar est un chasseur bombardier biréacteur. Il peut voler à quelques 1400 km/h. Il est spécialisé dans les attaques au sol à très basse altitude. Il peut aussi emporter la bombe nucléaire. Après un ravitaillement en vol, les 12 Jaguars fondent sur leur objectif. L'affaire est difficile. Les Irakiens se défendent bien. Au retour, 2 appareils sont manquants. Ils ont été obligés de se poser rapidement sur la base d'Al-Jubal. 2 autres avions sont également touchés. Tous les pilotes sont saufs. Un seul est blessé légèrement au cuir chevelu. Les 4 avions endommagés sont facilement réparables. L'un des objectifs de ces raids aériens massifs est de détruire les avions ennemis, les pistes, les radars, les défenses, les réserves de carburant. Bref, avant d'engager les combats à terre, de s'assurer de la maîtrise du ciel. Pour cela, les plans prévoyaient une durée de 3 à 5 jours. La réussite des premières 24 heures de l'opération Tonnerre du désert permettra sans doute de raccourcir ce délai. Les troupes terrestres, quant à elles, n'ont pas encore été engagées. L'ensemble des forces françaises est désormais placé sous contrôle opérationnel américain. Alors que les Alliés ne font état officiellement que de la disparition de 2 appareils, un Britannique et un Américain, Radio Bagdad a dit dans un premier temps que 14 avions ennemis avaient été abattus, puis 44, il y a exactement 3 minutes, et même à un moment donné, 76, disait une source toujours irakienne, mais qui me semblait guère digne de foi. Ce qui est sûr, c'est que les Irakiens ont en tout cas pu s'en prendre à une plateforme pétrolière appartenant à une compagnie japonaise et à une raffinerie saoudienne. Patrick Bourra et Arnaud Dupuis sont arrivés quelques minutes après l'embrasement des lieux. Les salves de roquettes tirées par l'armée irakienne vers 4 heures du matin ont fini par atteindre leur but, les réservoirs de pétrole de la petite ville frontière de Ralji. 2 d'entre eux brûlent sans discontinuer depuis. Les volutes de fumée qui obscurcissent le ciel rendent encore plus angoissante l'atmosphère de cette ville vidée de ses habitants. Méprisant le danger, 4 Saoudiens sont restés dans la ville. Goguenards, ils fustigent ce qu'ils appellent les piqûres de guêpes de l'artillerie de Saddam. C'est un vantard qui a bien mérité sa punition, disent-ils. Ce bombardement est pour l'instant la seule riposte marquante de l'armée irakienne à l'attaque des Américains. Nous sommes mercredi après-midi, donc quelques heures après le commencement de l'opération Tempête du désert, et nous nous trouvons à une dizaine de kilomètres au sud de la frontière koweïtienne, juste de l'autre côté, les divisions irakiennes avec des centaines de canons. Et comme vous pouvez le constater, ici vraiment tout est calme, à part bien sûr cette cuve qui flambe derrière nous. Pas de tir de barrage, pas de tir d'artillerie. Alors, l'artillerie irakienne a-t-elle été réduite au silence par l'aviation américaine au début de l'attaque, ou bien est-ce que les artilleurs irakiens attendent les ordres de Saddam Hussein? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Autre reportage impressionnant de notre équipe, cette fois-ci à la frontière koweïtienne, là même où tout devrait désormais se passer, puisque la libération du territoire, on l'a vu tout à l'heure sur la carte avec Charles Villeneuve, sera à la fois terrestre avec l'infanterie et les blindés, et puis aérienne avec les hélicoptères de combat. Regardez. Ces quelques arpents d'herbe à chameau, c'est la 19e province pour les Irakiens, le Koweït occupé pour les Saoudiens. Pas un mouvement, pas un char, plus de traces de l'armée de Saddam. Ce matin, ce poste frontière était encore occupé par la police saoudienne. Nous sommes juste à la limite de la frontière koweïtienne et saoudienne. Elle a été évacuée et de l'autre côté se trouvaient les soldats de l'armée irakienne. Nous ne savons pas aujourd'hui s'ils se sont repliés ou s'ils se sont enfuis en masse, car un colonel saoudien est venu nous dire tout à l'heure qu'il ne pouvait plus apercevoir à la jumelle les positions que les Irakiens tenaient hier soir. De ce poste frontière évacué à la va-vite, on peut distinctement entendre le grondement des bombes qui pleuvent 100 km plus au nord, tout autour de Kuwait City. L'atmosphère est irréelle, une guerre a commencé et les oiseaux piaillent joyeusement. Un colonel koweïtien vient constater qu'il n'y a plus de présence irakienne visible de l'autre côté. Quand allez-vous passer cette barrière? Le plus tôt possible. Mais quand? Demain? Je ne sais pas. J'attends les ordres de mes supérieurs. Il y a 24 heures, des soldats américains occupaient ce poste de transmission par satellite, bizarrement installé à une portée de canon des positions irakiennes. Il est aussi désert, probablement pas pour très longtemps. Nous sommes dans un poste de l'US Air Force, il a été abandonné assez rapidement, bon bien que tout soit propre, mais regardez, le frigidaire est plein.
Donc visiblement c'est un abandon provisoire et je crois que les soldats américains qui sont là ont bien l'intention de revenir. Et depuis ce matin, l'armée américaine fait mouvement vers le nord. Selon nos informations, ce sont 600 avions qui ont participé à la première vague d'attaque et en tout, il y a eu quelque chose comme 1600 rotations dans la journée, certains pilotes ayant fait 2 fois l'aller-retour. Les tout premiers autorisés à parler par le Pentagone, les voici, reportage de Maurice Olivary. Que l'opération Ouragan du désert vient de commencer. Le chef de l'escadrille se laisse aller à quelques confidences. J'ai bien vérifié que je n'ai gardé sur moi aucun papier personnel, aucune identification. C'est la règle en temps de guerre et je suis fin prêt. Puis le commandant de la base, qui se tient à ses côtés, lui souhaite bonne chance. Ceux qui restent, mécaniciens et personnel au sol, laissent éclater leur émotion. Quelques heures plus tard, même escadrille et au complet, même leader et témoignage enthousiaste. J'ai participé au plus fantastique feu d'artifice que j'ai jamais vu. C'était fantastique. Bagdad était éclairé comme un arbre de Noël. L'avion est réarmé, il fait le plein de carburant. 2 heures plus tard, l'escadrille entame sa 2e rotation. Alors en direct avec nous, Catherine Gentil de Dharan, c'est-à-dire non loin du gros des troupes américaines que nous avons vu tout à l'heure dans ce reportage de Maurice Olivary. Alors Catherine, est-ce que les bombardements vont s'intensifier avec la nuit comme la nuit dernière? Écoutez, effectivement, c'est ce qu'on peut penser parce que là, nous sommes installés juste à côté de la piste de l'aéroport de Dharan. Et depuis 5-10 minutes à peu près, il y a de nouveau des avions de combat qui ont décollé, vraisemblablement évidemment pour aller bombarder l'Irak ou le Koweït. D'ailleurs, vous risquez d'en entendre pendant que nous parlons. On avait beaucoup dit que Dharan allait être l'œil du cyclone et pour l'instant, on n'a rien vu venir. J'imagine que ça doit être la stupéfaction dans le bon sens pour une fois. Bien oui, effectivement, le sentiment qui domine ce soir, c'est la stupéfaction. Parce que personne n'ose croire au miracle, et le miracle, évidemment, c'est que Saddam Hussein n'ait pas riposté. Parce que depuis des semaines, en fait des mois, la population ici était préparée psychologiquement, du moins, à une énorme bataille. Parce qu'effectivement, Dharan est au cœur du dispositif américain, et on imaginait que Saddam Hussein mettrait un point d'honneur à venir frapper cette ville. Alors bien sûr, la guerre n'est pas terminée. D'ailleurs, la nuit dernière, il y a quand même eu une alerte chimique. Ici, les gens se sont retrouvés aux abris. Aujourd'hui, ils n'ont pas trop osé sortir de chez eux alors qu'on est vendredi, un jour férié. Et il y en a encore beaucoup qui se promènent vêtus de la combinaison contre les armes chimiques et avec bien sûr le masque à gaz accroché à la ceinture. Merci Catherine, on vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission ou dans l'édition spéciale que nous allons monter avec Anne Sinclair. Comme vous le voyez, les images de cette guerre essentiellement aérienne sont très rares, on s'y attendait. Ce qui a fait la différence pour les informations, c'est bien sûr le nombre et la qualité des correspondants dans ce brasier. Et nous tenons en particulier à rendre hommage à nos confrères de CNN, qui en refusant de quitter le territoire irakien, comme les y invitaient fermement hier les autorités américaines, ont pu nous apporter des témoignages radiophoniques bien sûr, mais extrêmement précieux, avant de se voir à leur tour privés d'antenne il y a de cela 2h30 environ. Écoutez quelques-uns de leurs échanges significatifs avec leur rédaction aux États-Unis. Something is happening outside. Peter Arnett joined me here. Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky. People are shooting towards the sky, and they are not aware or cannot see what they're shooting at. This is extraordinary, Peter. No plane. Now the sirens are sounding for the first time. The Iraqis have informed us. The attack, if there is an attack on Baghdad, is occurring near Saddam International Airport. I'm going to put our microphone out the window.
I think you'll be able to hear this sound. Just one comment. Clearly, I've never been there, but this feels like we're in the center of hell. There was a knock at the door, and we had to scramble. I had to go to my hiding position under the table, but we're back here, and we're standing by. Bernard Shaw, Peter Arnett et John Elliman sont les trois envoyés spéciaux de CNN au milieu de l'enfer. Pendant près de 40 heures, ils ont commenté en direct le bombardement de Bagdad. Avant d'être soumis à la censure, ce trio était la source occidentale d'information la plus efficace dans la capitale irakienne. Suspendus à leur téléphone à liaison satellite, ils ont raconté au monde en direct l'offensive alliée sur Bagdad. You know, the most frightening thing about this kind of attack bombing, John Holloman, is that you cannot see a damn thing. I still come back to the men and women of Iraq who are part of this nation's armed services who had the misfortune to be at their duty stations wherever these bombs and these rockets fell during this confrontation over the past few hours going into the night. And I cannot get away from the human factor. And I'm thinking about the relatives of the pilots who are involved in this whole operation. There is a human factor here that should not be forgotten. Extrait choisi par Alan Rothschild. Je vous rappelle que CNN est une chaîne de télévision par câble qui ne fait que de l'information 24 heures sur 24 aux États-Unis comme dans le reste du monde.